Lâche-moi la grappe avant que je craque. Je sens que je tombe en petits morceaux, je tombe à petit. Si tu me colles, là, non, attends. Bon, et je vais être en cours de serre-joint. Je veux vraiment savoir ce que j'ai sur le... Clinton, c'est la même chose si on lui lâche la grappe. Tu me dis pardon, Clinton, je te dis c'est la même chose si on le laissait tranquille. Dans les bus, on dit faut pas parler au chauffeur. Le président de la République, tu crois pas qu'il devrait... Enfin, la République, des États-Unis, tu crois pas qu'on devrait lui foutre la paix 5 minutes? Ah ouais, mais le président des États-Unis, il est pourri, tout ça. Les gens qui aiment ça, mais... Je dis, mais qu'est-ce que tu attends du président des États-Unis? Je dis, c'est un... Il faut attendre un moindre mal. Je crois qu'il y en a qui attendent un papa du président, tu vois. Moi, je suis comme un chauffeur de bus, je peux faire qu'un truc à la fois. Alors, un jour, j'étais en vacances, il y avait ce mec avec sa caméra, mais tu te rends pas compte. Il était insupportable, il me harcelait littéralement, il n'y a pas d'autre mot. Il paraît qu'après il a fait des millions, tu vois, un scoop incroyable. Ils ont trouvé de l'or derrière, tu vois, dans toutes les prises de vue en arrière-fond, il y a des spécialistes qui ont dit mais c'est de l'or qu'il y a là-bas. Crac, le type il a rien touché. Il paraît que même il a une perceuse à main en ce moment. C'est un truc comme ça, tu vois. C'est pathétique. Ah non, les cinéastes, marchands de voitures, même combat. Yeah, so you're a good girl. You wanna give me your phone? Yes. What's this guy doing? Huh? What's this guy doing? Oh, such a good girl. C'est trop chaud, il fait trop chaud. Il fait au moins combien, on avait dit? 35? C'est parce qu'il trouvait la Suisse trop petite et qu'il rêvait d'espaces plus grands que Thierry, dès son adolescence, commence à parcourir le monde. Après avoir découvert de nombreux pays, dont l'Iran, le Pakistan, l'Afghanistan, la Turquie, Thierry s'établira en France durant 2 ans, où il apprendra à travailler le bois en construisant des bateaux. Aujourd'hui, Thierry vit à Mendocino, à 200 km au nord de San Francisco. Menuisier ébéniste, il construit des maisons en bois. La précision suisse a conquis les Américains. À force de construire pour les autres, Thierry s'est construit son propre chalet californien, à Pinecrest, où entre 2 coups de scie et de marteau, il aime venir s'y reposer et revivre les joies de la montagne. En 1982, il rencontre Cathy. Fou amoureux et ne pouvant résister à son charme, il l'épouse. Elle lui donnera une fille, Chloé. Aujourd'hui parfaitement intégré, Thierry conserve un souvenir sentimental de ses origines suisses et de sa famille. C'est à Vevey, en 1952, qu'Ariane et René donnent naissance à Thierry, puis sa petite sœur Dominique voit le jour. En 1953, les parents de Thierry s'établissent à Genève, où son père ouvre un cabinet dentaire. 15 ans plus tard, à la fin de sa scolarité obligatoire, Thierry doit choisir entre les études et le goût de l'aventure. Le choix ne se fera pas attendre. Il part à la découverte d'autres terres et s'engage comme mousse sur un pétrolier de Latsis, l'armateur grec. Un beau jour de 1981, Thierry est séduit par la Californie, où, plus d'un siècle après, tout le monde parle encore de la ruée vers l'or, du fameux Golden Rush et de ces milliers de chercheurs venus du monde entier trouver fortune. À Columbia, on s'en souvient encore. C'est la fin de notre petite excursion. Là, on s'est arrêté à Columbia. C'est un des points les plus au sud de la ruée vers l'or. En fait, c'était un filon qui s'étendait sur à peu près 200 km. Un des points les plus au nord, c'est où Sutter avait sa mine.
enfin au sous-terre, débutait des bouts de bois pour sa ferme. Et ses ouvriers, pendant la pause, ont commencé à trouver des, des morceaux d'or dans la rivière. Alors il a eu la peine à garder ses ouvriers, surtout après la pause dorée. Et ça, c'est une ville assez représentative, il y en avait peut-être une cinquantaine. Des villes champignons, quoi, en l'espace de 2-3 mois. Les gens, en 1848, donc quand quelqu'un a découvert quelque chose chez Sous-Terre, tout le monde s'est rué, beaucoup, 200 000 personnes. Ils construisaient des baraques comme ça. La plupart de ceux-ci sont en briques parce que le village a brûlé 2 fois pendant l'exploitation. Les types allaient à la pelle à la pioche pendant quoi? C'est peut-être les 5-6 premières années dans les rivières. Après, ils ont commencé à miner et à utiliser des jets sous pression pour laver les collines. Et puis évidemment, après quelques années, dans la baie de San Francisco, ils ont été obligés d'arrêter parce que la baie de San Francisco s'ensablait. Alors, ils faisaient des dégâts monstrueux. À part ça, un bled comme ici, il y a des gens qui ont facilement trouvé des pépites, quelques pépites de 25 kg. Ça te fait la journée. Hein. Alors là, qu'est-ce qu'on est? On est le 3-4 août, il fait à peu près 38 degrés. Les pauvres mineurs. Nous, on a une voiture avec l'air conditionné, ça va. German? Yeah, you live on the coast, you say? Yeah, it's about... I'm going towards the coast. Oh, that'll be nice. Yeah, I live in Mendocino. And Probably 30 degrees Mendocino, cooler I there. love it there. Or 20 anyway. Et en 3 phrases, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur la rue vers l'or? Well, they gold rushed here between 1840s and the 1860s. Dans 1840-1860. And all this area behind us was hydraulic mine. Toute la région derrière nous, c'était miné hydrauliquement. When did they shut them down? I mean, did they shut them down? In the late 1860s, they outlawed hydraulic mining with the water. Because they were mucking the rivers? Yeah, they were putting too much silt into the rivers down below, and I guess they thought it was destroying the land. Et ils ont commencé à construire des digues aux alentours des années 1880. Alors toute cette boue qui descendait du lavage hydraulique, ça les engageait pas du tout. C'est sans doute Ce qui m'étonnait, c'est que déjà à l'époque-là, il y avait une conscience civique. Et il me dit, ouais, c'est sans doute les fermiers qui étaient là probablement avant les chercheurs d'or. Ils en avaient marre de voir leur rivière complètement boueuse 24 heures sur 24. Might have had something to do with the salmon too. The salmon used to come up through from the ocean all the way up to Knight's Ferry, and there where they laid their eggs, so that might have had something to do with it. It might have been a lot of different reasons. Entre autres les saumons qui ne pouvaient plus pondre, parce que les rivières étaient trop boueuses, jusqu'à il y a une dizaine de kilomètres. C'est surprenant, je ne savais pas qu'ils montaient aussi haut. On va bientôt arriver à Mendocino. Je vais t'expliquer un peu l'histoire en 5 ou 6 phrases. Cette région-là, elle a commencé à être exploitée vraiment au début du siècle seulement. Et Mendocino à l'époque, c'était d'ailleurs, on commence à voir le village, c'était un petit village de bûcherons. Alors il paraît qu'il y avait 11 bars et comment dire en français, des maisons closes. Et il y avait autant de bars que de maisons closes. Et d'ailleurs, on va voir un peu mieux. Voilà, tu vois la ville là-bas. Et à l'époque où les gens étaient arrivés, il y avait des arbres énormes partout. Ils pensaient que c'était inépuisable les redwoods. Alors, c'était les Irlandais qui coupaient le bois, c'était les Chinois qui construisaient les chemins de fer et lavaient le linge. Et le jour où les ressources ont commencé à s'épuiser, ils ont saqué tous les Chinois. Il y a eu des mouvements xénophobes
comme il y avait eu à l'époque en Suisse, au milieu des années 60, comment il s'appelait ce Suisse allemand là, je me souviens plus son nom. Dans les années 60, Mendocino c'était un village qui avait été découvert par les hippies. En fait, depuis les années 40 et les années 60, il ne s'est rien passé, c'était un village mort. Et puis les hippies sont venus et 20 ans après, c'est les touristes qui sont arrivés. Alors la ville a changé complètement. Moi, quand je suis arrivé au début des années 80, c'était déjà bien parti sur le côté touriste, où ils remplaçaient les bistrots par des boutiques à souvenirs, où ils vendent des micmacs, du schnick, quoi. On va aller voir mon pote Tim, s'il est là, je sais pas. Ouais, son camion est là. Hey Timo, anybody home? Hola, Terry. ¿Qué pasa? Alors, How are you? I'm alright, man. It's a good day. Ça a commencé, son entreprise a commencé il y a 5-6 ans. Il était sur une quille, c'est l'équivalent d'une presqu'île au nord du Honduras, sur le côté Caraïbe. Et il y avait un petit village de Garifano, qui sont des Noirs, qui se sont toujours rebellés, qui n'ont jamais voulu être esclaves, qui vivent là le long, jusqu'à Belize. Et l'armée voulait construire un poste militaire sur un petit bout de terrain. Et lui, avec quelques copains, a dit, bah, tiens, étant donné que le terrain n'a pas encore été utilisé, construisons une bibliothèque, où on prête des livres. L'armée ne pourra décemment pas nous chasser. Et une chose en amenant une autre, c'est la 5e année avec l'aide de ce camion là-bas ou d'un autre, qu'il emmène des livres soit au nord du Honduras, soit au sud du Mexique, Chiapas, dont il disait. Et d'ailleurs, avant qu'il parte cette année, l'hiver dernier à Chiapas, quelques gens se faisaient du souci quant à son bien-être, et en fait, ça s'est relativement bien passé. J'étais vraiment étonné, les militaires ont été vraiment tolérants. Alors, il passe d'une école à l'autre. Non, d'abord il va à Guadalajara, comme il a dit, la plus grande foire du livre en Amérique du Sud, où il y a des bouquins, j'ai appris, qui étaient tout en espagnol, mais imprimés par les Chinois, par exemple, les Cubains, etc., des gens dont on ne s'attendrait pas à ce qu'ils se manifestent autrement que par des armes, et qui font des donations parce qu'ils le connaissent. Alors il va à cette foire, il amasse, je sais pas, 3 tonnes de bouquins, il les met dans des caisses, et il va dans des écoles, et il en donne c'est uniquement pour les enfants. Bon, il se prend le droit quand même de filtrer les bouquins si c'est vraiment trop, comment dirais-je, trop gnangnan, trop réactionnaire. Another Mexico, Cuba, Argentina. Ça, c'est another Mexico. Ça, Look, here's one of Switzerland. Ah, ça c'est les cartes de visite d'éditeurs. Ça, il y en a une de Switzerland, de Suisse par exemple. Édition Nord-Sud, c'est où ça? C'est à Zurich. Et ce sont dans 90% des cas, ce sont des donations, parce que lui, c'est une entreprise à but non lucratif. Tim, là, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un vieux copain. Moi, je crois que c'était un ermite à vie. En fait, il a une vie assez intéressante en comparant nos enfances. Et moi, je lui disais que je portais les traces d'une éducation calviniste, étant d'une famille genevoise protestante. Et lui m'a dit, tiens, moi je viens de Hollande et j'ai été aussi élevé calviniste. Bon, bah, il n'y a pas besoin d'élaborer sur le calvinisme, alors on avait déjà des points communs. Et lui, il a passé la plupart de sa vie, en fait, à donner son temps. Pendant des années, il a travaillé j'allais dire dans les kibbutz. Oui et non, un peu dans les kibbutz, mais aussi il travaillait pour des entrepreneurs en Israël pendant 5 ans. Il travaillait avec des Palestiniens. Il a une vue du Moyen-Orient assez éclairée, je dirais. C'est-à-dire qu'il n'a pas un jugement à l'emporte-pièce. Et ça me fait plaisir, les gens qui disent pas les Israéliens c'est des cons parce qu'ils abusent de leur force, ou les Arabes c'est des victimes. Mais il arrive à faire la part des choses en connaissance de cause. Plutôt que d'entendre quelqu'un qui parle dans un bistrot en disant, comme je disais tout à l'heure, des jugements à l'emporte-pièce.
Bon, Tim, la plupart du temps, il est heureux dans son camion, c'est une pièce de collection. Et puis, il me rend service. Moi, je le laisse rester sur mon terrain là-bas. Et il me donne des coups de main. C'est vraiment, il a le green thumb, c'est-à-dire que c'est un très bon jardinier. Et c'est une bête. D'ailleurs, tu as vu quand on ramassait des bouts de bois sur la plage, on s'entend bien. Okay, kill it, kill it. We're gonna have to tie the load. Tu sais pourquoi? Ce qu'il y a de bien dans ce pays, il y a de la place. Il y a vraiment de la place. Ce qui fait que les lois sont pas aussi nombreuses. I mean, c'est plus laisser aller. C'est plus laisser aller, ouais. La densité étant plus faible, t'as pas besoin d'appliquer les lois d'une manière aussi stricte. Et en ce qui concerne la construction, par exemple, les arbres que tu coupes et tout. Dans un sens, c'est un peu dommage, mais dans un autre sens, la plupart des gens qui sont là, c'est des gens qui ont décidé d'être là. C'est le côté sympa, tu vois, de la Californie. Il y en a peu qui sont vraiment originaires, tu vois. Donc ça fait quand même une catégorie d'individus un peu différente. En anglais, ils diraient un peu des misfits. Ou bien des gens qui avaient envie de voir d'autres trucs, ou bien des gens qui crevaient de faim, comme les Irlandais, pendant la potato famine. Ou bien des gens du El Salvador qui ont été chassés par la CIA. Enfin, il y a un peu de tout, quoi. Mais je te dirais, le truc principal, c'est l'espace. Il y a de la place. C'est le camion qui l'a emmené. Il voulait aller au Nicaragua et au Honduras, tu sais, faire ses bibliothèques là. Et puis il s'est arrêté à Chiapas. Bah, c'était au mois de janvier, tu sais, quand il y a eu 40 Indiens qui ont été assassinés par le gouvernement. Alors il s'est dit que dans les écoles locales, ils pouvaient aussi bien utiliser ces bouquins. Toi, au Honduras, ils sont très pauvres, mais ils sont heureux. À Chiapas, ils sont peut-être un peu moins pauvres, mais ils n'ont pas vraiment la vie. Toi, les Indiens, à Chiapas, c'est un peu comme les... qu'est-ce que je dirais? Pas les Algériens en France. Ah, mais en anglais, ils disent « get the shaft ». Ils ont pas la meilleure part du gâteau. Ils essaient de les éliminer, en fait. Ah, je monte ma baïonnette de l'armée suisse. C'est une belle pièce. C'est inoxydable. Je me demande pourquoi les Suisses vendent leurs baïonnettes en surplus. T'as une idée, toi? Non. C'est 19 $. C'est incroyable. Je pense aux contribuables helvétiques, ça doit coûter dans les... Moi, je dirais peut-être 150 balles, 150 francs. Ah ouais, c'est une belle pièce, hein. Et puis il y a plein de trucs, il y a tellement de trucs qui sont pas blanc-bleu ou bleu-blanc. Bleu-blanc. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, il y a 80% de l'économie locale qui est basée sur la... J'appelle ça de la mécanique horticulture. C'est... Comment dire en français? L'arbre à cam. Ils appellent ça le Emerald Triangle. C'est le comté de Mendocino, Humboldt, où la culture de la marijuana est vraiment intensive. Et il y a une grande partie de la population qui vit grâce à cette culture. Et les votes, ce qui s'est passé là, il y a 6 mois, les Californiens ont voté en faveur de la légalisation de la marijuana. Et ça c'est au niveau du state, l'État de Californie. Mais ce qui se passe aux États-Unis, c'est que Washington, donc les feds, federals, ils ont le droit de overrule. C'est-à-dire que les citoyens de Californie ont dit oui à la marijuana, mais
les fédéraux disent non, non, ça passe pas. Donc il y a un conflit là, ce qui permet aux petits cultivateurs de toujours s'en sortir. Parce que si c'était vraiment légal, ils feraient ça dans la vallée, Sacramento Valley, avec des immenses tracteurs qui font 30 mètres de large, et ça serait la fin du petit artisan, quoi. Alors, thank you the feds. Mais alors, on a pris mon parking space, alors. Putain, je crève la dalle. Allez, on y va. Je ferai mieux bientôt, ok? Hey, Rudy! Hey! Where's your finger? Where's your missing one? I left it at home. Is it worse than that? Oh, Show me. you call that? All right, here. Oh, we've got dueling digits here? How did it happen? Were you tired? Was it on a Friday? Oh, it could be worse. Look how sharp my fingers are. It could be way worse. I could be right-handed. Was it painful? It's painful talking about it. Ça c'est mon beauf. Il joue de l'harmonica. Et puis quand même pour nourrir sa famille, il I'm travaille an aficionado of Django Reinhardt. il travaille help me there. Where's the work? Pasadena. Where you work? Caltech. Caltech. California Institute of Technology à Pasadena. Et tout va bien, quoi. Il joue du blues à l'harmonica, il est bon. On the couches. Ouais. Okay? Alright. On the couches. It's okay. And we're It's either okay. gonna sleep in Nothing Terry's sexual. room or... Yeah, well, just make sure you tell somebody else's butt. Tell them it's Kathy's. Je vais prendre un comme ça. Et on va aller voir les beaux-frères. Et on va aller voir ce qu'ils ont raconté, viens. Hey, grab it! Oh, this one's right. Yeah. At least you give me a right one, dude. It's the other guy. Hey, good to see you. Hey, how's it going? He's not going to try to film this, is he? No, this is more camel-like. I had to hear so much bitching from Kathy. What do you need that piece of wood for? From the beach. From the beach. Huh? How much? No, did we you pay? picked it up on the beach. Oh, on the beach. Oh, you had It was about 400 pounds and I busted Yeah. my back. Oh, that's good though. I like it. Kathy thought it was totally inappropriate. It was kind of... On va lui donner des autres herbes. Elle est là-bas. Alors Pascal dit all the troubles of a man come from, c'est de ne pas savoir comment rester assis tranquille. Il a raison. On avait une grand-mère, elle arrivait à faire des chapeaux en papier. Dominique, elle se fait des origami, elle a des poulets articulés 24 fois, mais alors, les chapeaux en papier, non, ça marche pas. I'm just not good. Andale. Sharp. Okay, oh, nice. You're looking good, Terry. Oh yeah. The suit says. It's the only time, it's the first time in my life. Robert, you gonna go like that? That's my man. Topless. What's wrong with it? The hemorrhaging. I think I lost about a quart of blood the first time. Il faudrait qu'on y change l'huile vite fait là. Attention. Les longs corps, ça sert à rien. Tu t'emmènes les pinceaux tout le temps.
mais les gens ils savent pas, ils flippent. Oh, il coupe ma corde! Et puis le père, il est en train de jouer du jazz. Eh oui, on va y aller. Il paraît qu'ils les suivent partout quand ils vont travailler. Ah, mais sur la propriété. Il paraît que c'est très gentil, c'est plus intelligent qu'un cheval. Parce qu'un cheval, tu peux le tuer en le faisant travailler de trop, tu vois. Ou en le faisant courir de trop. Ça s'arrête pas jusqu'à ce que ça crève. Un âne, ça s'arrêtera avant. C'est quand même un signe d'intelligence, non? Not again, Daddy. Come here, Terry. Oh, thank Alors- you for being wonderful. Alors voilà ce qui se passe, c'est le mariage de Meghan. Oui. Alors quand je suis arrivé ici, j'avais On y va. ah, mais On y j'avais va. envie de rencontrer une femme attirante. Et le problème c'est que j'ai rencontré une femme attirante, mais elle m'a pas dit qu'elle était encore mariée. Et son mec, il était plus large que haut. Alors c'était un peu parce qu'il grimpait aux arbres comme métier. Et son nom c'était Tom Madden. Where's Tom, by the way? Oh. Is he still around? Over. Et alors il m'a filé une méchante châtaigne, mais ça l'a soulagé, et après il m'a laissé tranquille. Et c'était sa fille. Et sa mère est partie se cacher, ils ont vécu dans un tipi au bord d'une rivière pendant une covelo, remember? Oui. Pendant un été. Et moi je venais les voir, enfin toute une histoire quoi. Et elle avait 7 ans seulement. Et Tom leur avait dit que moi j'étais diabolique. Alors le début des relationships c'était un petit peu difficile, spécialement que je n'avais jamais eu des enfants. I never had kids. It's sure evolution. Tout ce que je disais, c'est Great. qu'être un beau père, c'est pas facile. Surtout si tu n'as jamais eu d'enfant toi-même. Parce que tu sais pas comment. Il y a tout un côté très simple, charnel, je serais que d'embrasser ou de tenir un enfant. Si tu n'as jamais eu un enfant, tu sais pas comment t'y prendre. Et quand basically, it comes down to si c'est toi l'adulte et c'est toi qui dois faire les premiers pas. I mean, l'enfant, c'est qu'un enfant, tu peux pas en vouloir à l'enfant pour pas sauter dans tes bras. When I went to Switzerland, C'est l'arnaque. I discovered there is love in the hearts of everyone around the world, and I think in all of our lifetimes we'll all come closer together and realize that we're all one underneath, inside. So no flags. No flags. No Well, fanfare. flags just for fun, but we all know that I think the real flags. thing is not Pas de important. drapeau. Mort au drapeau. Mais oui, c'est vrai, la patrie, tout ça, c'est des trucs, c'est de la graine pour la guerre. I say the seed for war, the flag, Yes. in the name of the flag. I What agree. else shall we say in a few words? That is very important, that will be great for posterity. Oh. What was your feeling when you were in Switzerland? It was beautiful. People my feeling immediately was I thought it was wonderful because people have a fundamental respect for things around them, the way things look, having a meal together, respect for extremely important things in life in my mind, and making a little flower bed in a windowsill just to make life look a little better and to try to maximize and do the most human potential possible. And in Switzerland, I saw people working toward beautiful lives and families and relationships and brothers and sisters and husbands and wives. Did you feel there was warmth as much as here between people? Or? Yeah. Yeah, really? Yeah, it's always, in every culture, it's expressed differently, but there is always the warmth there. Voilà. Voila! Megan, I love you. I love you too. This is our final concert before leaving on a rush tour of, well, Madagascar, Saskatchewan, a few other places. We're in E flat.
T'as jamais entendu l'histoire des naufrageurs? Je sais pas, ils étaient en Bretagne, le long de la côte anglaise, probablement la côte ouest. Ils faisaient des feux le long de la côte pour imiter des phares. Au temps de la marine à voile, je pense, dans le brouillard pour misguide. Pour guider les bateaux dans la mauvaise direction pour qu'ils s'éventrent sur des récifs. Et le lendemain, en général, ça se passait la nuit. Le lendemain, ils allaient récupérer. C'est ce bout de contreplaqué qui me fait penser à ça. Le lendemain, ils allaient récupérer tous dont le bateau s'était vidé. Quoi. Suivant d'où ils venaient, de la porcelaine de Chine ou bien du charbon de Newcastle. Je pense que les gens devaient être vraiment. Il va vraiment crever la dalle pour en arriver à faire ça. Ils condamnaient à mort les types qui étaient sur le bateau, pratiquement. Il a commencé avec un zébu en 1980 avec un petit taureau. Why did you pick? Why? Well, because he was put with this cow, and it was unintentional, but she had a calf from him, and then I was inspired by that to proceed with it, and so I mated him with other animals to see what type I would get, and it's been a blending, you know, of the different breeds together. But you were always hoping for short size? Yeah, in miniature. Why? Just why not? Well, in the American breeds, there's Santa Gertrudis, and they're a cross between the Zebu and the Shorthorns. And then the Beefmaster is another thing, and that's the same combination pretty much. And doing this on a miniature scale, that is basically what I'm trying to create, is a miniature Beefmaster or Santa Gertrudis type animal. What is Santa Gertrudis? Santa Gertrudis, that looks like a Saint-Gertrude? No, Santa Gertrudis. Okay. That's a land grant from Mexico that was a big part of the King Ranch, and the King Ranch was the biggest ranch in the world. They created the Santa Gertrudis breed in about the early 1900s. En 1900, ils ont fait une race qui s'appelle Santa Gertrude. C'était un des ranchs les plus grands du monde. Was that in California? Texas. Lui, il essaie de faire un animal de qualité à l'opposé de ce qu'ils ont fait il y a un siècle en faisant des animaux de petite taille. So this is your pride, the bull. Yeah. Regarde, ça c'est son petit. How old is he? 3 years old. 3 ans le taureau ici. And there's a cat. You see the type and how nice he is. Ça c'est son fils. Il se débarrasse au fur et à mesure des animaux qui sont trop grands. Auction, c'est l'équivalent d'un marché au bétail qui a lieu toutes les semaines. Et il se dirige, mais tu peux voir, définitivement vers un miniaturisme. Et il est tout excité. You said in October, would you rare cattle? Would you mention these people that got hold of you? Rare Breeds Journal. Le journal des rare breeds, des races bizarres. Non, bizarre, c'est pas le bon mot. Des races difficiles à trouver. Il est entré en contact avec lui, il leur a envoyé des photos, ils sont très intéressés. Il est tout excité parce que pour lui, c'est vraiment qu'il est arrivé à faire quelque chose de peu commun. Il fait pas ça pour la viande ou pour le lait, il fait ça seulement comme les mini-chevaux qu'il y a aux États-Unis ou bien les cochons vietnamiens noirs. C'est uniquement comme bête de loisir. C'est ni pour la viande, ni pour la peau, ni pour le lait.
Celle-ci, elle était à l'origine croisée avec un Watusi avec des cornes, mais zébu, tu vois. Il disait plutôt que la moitié de la génétique là-dedans, c'était à partir de zébu. Et tu retrouves ça dans celle-ci, et qui vient d'avoir un petit qui est juste de l'autre côté. Voilà, tu vois, il y a tel caractère zébu là-dedans. Et si tu vas voir l'autre, elle est tellement zébu qu'elle a l'air d'une antilope, elle est là-bas. Bon, là, je suis en train de travailler sur une table. C'est mon cadeau de mariage pour Jed et Megan. Et ça, c'est des plateaux de noyer. Et je lui avais laissé le choix entre différents bois. Et elle a préféré le noyer. Dans un sens, ça m'arrange, parce que le noyer est un bois relativement... c'est le plus tendre des bois durs. Ce que je voulais faire comme alternative, autrement, c'était du white oak, du chêne blanc, scié en quart. Je t'expliquerai un peu plus tard ce que scié en quart, ça. Tu vois, c'est ça. Enfin, le scié en quart, ça fait ressortir les... comment dire, les flakes, les flocons. Ça fait un peu comme tu sais, les chants de Van Gogh, là. T'arrives à voir la définition, là. Bon. Et puis, je l'avais aussi offert. Et dans un sens, je suis content qu'elle ait refusé, parce que c'est un bois. C'est du madrone. Il n'y a pas d'équivalent en Europe. J'ai jamais vu. Tu vas regarder ça. Pour moi, c'est vraiment un bois super chouette. Regarde. Tu vois bien comme ça. Tu arrives à voir les... comment on dirait... en anglais, ils disent les flakes, les waves, tu vois. Ça, c'est le cœur. C'est un bois très très dur. Mais alors, le problème, c'est que ce bois-là, de nouveau, scié en quart, ça veut dire simplement que le grain est perpendiculaire à la planche. Et ce bois-là, si tu le scies pas en quart, là, un bout là. Ça, c'est au début, quand je savais pas vraiment ce que je faisais. Ça, c'est un madrone qui a été scié carrément à plat, débité. Regarde un peu. Tu vois un peu l'angoisse? Comme ça se contorsionne. Non, c'est abominable. Ça fait un inch, je vais le faire. J'ai un problème en général, enfin on verra. Je fais des croquis, mais tu sais, suivant l'épaisseur du bois, les dessins, comment dirais-je, je conçois plus ou moins, j'ai quand même une idée générale, mais vraiment dans le détail, ça vient un petit peu au fur et à mesure. Dans un sens, c'est un inconvénient, dans un autre sens, c'est un avantage parce que ça permet vraiment d'adapter la forme avec le bois. Là. Mais t'as pas deux planches la même chose, tu vois. Moi, j'ai fait mon apprentissage avec des pirates sur la rivière de la Giscle, entre Cogolin et Port-Grimaud. Ben, c'était des gens sympathiques. Il y en avait un, ben, en ce moment, il est professeur à l'école Boulle, à l'école du bois. Il y en a un autre, c'était mais il est toujours un prof de maths. Un autre, il construit des bateaux en sandwich, en résine, en sandwich fiberglass. Un autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté du terrain. Un, il est mort. Sur le Tage, au Portugal. Il remonte avec son bateau, tu sais, les bateaux en ciment. Et je ne sais pas pour quelle raison, il a mis l'encre
Et je sais pas moi, 20 mètres de chaîne ou 15 mètres de chaîne dans son Zodiac. Et il est parti. Peut-être son moteur du bateau était incapacité. On n'y marchait pas. Et donc pour aller mouiller l'ancre, pour accrocher le bateau. Et je sais pas ce qui s'est passé. En accélérant, la chaîne s'est tendue. Il avait un nœud autour du... Il avait un tour autour de la cheville de chaîne. Et peut-être c'était la panique, c'était la nuit. Et dépêche-toi, vite, le bateau dérive, fais attention. Il s'est fait jeter à l'eau et puis il a coulé avec la chaîne. Et sa femme n'a pas pu le sauver. Putain. Pas cool, hein. Pratiquement chaque embouchure de rivière, localement, dans la région de Mendocino, se trouve naturellement protégée par des falaises, c'est-à-dire à l'abri du vent. Le seul moyen d'amener du bois, c'était la grosse industrie ici, d'ailleurs tu en as vu partout, des gros morceaux de redwood, le seul moyen de les amener à San Francisco, c'était les faire tomber à l'intérieur des terres, amener ça dans un cours d'eau, créer un barrage sur le cours d'eau, attendre la saison des pluies, le mois de novembre. L'eau montait, ça créait un lac, il cassait le barrage et les logs descendaient en arrachant tout. Et dans ce cas-là, par exemple, ils arrivaient ici. Alors là, tu peux voir, il y a des restes de pontons. Et pratiquement à chaque embouchure de rivière, il y avait une grosse scierie. C'était débité en planche, c'était pas raboté, c'était seulement débité en planche. Ils montaient ça en haut de la colline, au-dessus de la falaise. Et les bateaux à voile qui arrivaient dans cette baie, vent permettant, ça ne marchait pas toujours, il y avait beaucoup de naufrages, s'accrochaient. On en trouve pas mal, il reste des ancrages, des grosses pièces de fer forgé. Whatever. Et ils créaient, comme tu verras sur la photo, un téléphérique pour descendre les logs. Alors tout ça, pour en faire une courte histoire, ça c'est le truc traditionnel. Le flottage des grumes, débité en planche, remonter sur une colline, dès qu'il y a une protection naturelle, un port naturel, chargé sur des bateaux et hop. Et ça, par exemple en 1906, quand San Francisco, après le tremblement de terre, a brûlé, l'économie locale a explosé et ils ont décuplé les efforts. À l'époque, ils pensaient, quand on se promène dans les bois, on voit plein d'énormes souches. Et autour de chaque souche, il y a à peu près 5-6 petits arbres. Et ces vieux gros arbres, on les appelle virgins, c'est-à-dire que l'homme, à part l'Indien, l'homme n'avait jamais vu ça avant. Et il y en avait tellement à l'époque qu'ils croyaient que c'était une quantité inépuisable. Les machins, facilement, qu'est-ce qu'on dira, 10 pieds de diamètre, 3 mètres, 3 mètres 50, 4 mètres. Et sur un tronc, il paraît, ils arrivaient à construire 20 maisons de 2 pièces, tu vois, enfin 2 chambres à coucher. C'est-à-dire il y avait 200 000 pieds carrés, c'est-à-dire 12 cm par 12 cm. Il faut 10 000 pieds carrés pour construire une maison. Un arbre, tu le fais tomber, tu le débites, tu construis 20 maisons. De nos jours, si tu vois les camions on appelle ça des log trucks, les camions qui transportent des grumes, tu as des machins, c'est pathétique, des diamètres comme ça, tu vois, où ils tirent une pièce de bois qui fait 3,5 par 3,5. C'est un fait naturel. C'est des hommes qui ont coupé plein d'arbres, qui sont sur le fond de la rivière, et un type a décidé que ça ne lui plaisait pas. Et il était en cours, et il a réussi à faire, à arrêter la petite entreprise. On m'a demandé plusieurs fois pourquoi j'étais là et pas ailleurs. Je pourrais dire pourquoi pas. Mais comment dirais-je, ça résume assez bien la situation. Il y a un bout d'océan, c'est l'océan Pacifique. C'est un petit peu violent, un peu froid. Il y a de la plage, il y a un peu de soleil et il y a une rivière qui a un rapport avec le bois. J'aime bien naviguer.
J'aime bien voir la mer ou la montagne. Ça, c'est une chose qui me manque au sujet de la Suisse. Les montagnes me manquent. Et je dois dire, les vieux bistrots aussi. Ah, les bistrots suisses, c'est imbattable. Quand j'étais un adolescent en explosion, j'avais qu'une envie, c'est de partir de la Suisse à tout prix. Alors, je me suis un peu baladé à droite et à gauche. Et j'en revenais toujours à des histoires de bateaux. Et bon, j'ai construit un bateau dans le sud de la France. Il m'est arrivé différentes aventures. Un jour, je suis venu visiter ici et j'ai décidé que c'était pas trop mal. C'est marrant quand il y a des gens qui viennent me voir et me disent « Oh, la Suisse, tout ça, c'est strict, c'est régulé. » Mais plus le temps passe, plus j'apprécie la Suisse pour ses bons côtés. Il y a une chose en ce qui concerne les lois et le respect des lois. La différence avec les États-Unis ont juste la même quantité de lois qu'en Suisse. Et en plus, ils sont très racistes, les Américains. Ça, c'est un truc qui m'a surpris. Hein. J'ai profondément déçu. Les Noirs, les Blancs, je ne sais pas si tu as remarqué dans le coin, il y a très peu de Noirs. Et moi, je croyais que les Noirs étaient totalement assimilés. Pas du tout. Les Noirs, les Latinos. Enfin, dès que tu as une différence évidente de peau, les gens tout de suite commencent à mettre des barrières. Tout ça pour dire que la différence entre la Suisse et les États-Unis, la Suisse, la densité de population est beaucoup plus élevée. Bon, ben pour pas que les gens se fassent mal continuellement, se marchent dessus, ou se blessent, tu es obligé d'appliquer les règles un peu plus à la lettre, quoi. C'est tout. Mais il y a des trucs. Ici, quand tu dis aux gens que tu viens de Suisse, oh, vous avez de la chance, pourquoi vous êtes venu ici? Mais la Suisse, les couteaux, les horloges, ce que les Américains aiment au sujet de la Suisse, c'est le côté. C'est un peu Disneyland, mais les géraniums, les petits chalets bien vernis. Il n'y a pas de. Les États-Unis, ça fait souvent un peu tiers-monde hein, dans les. Comme ils appellent ici, poor white trash, c'est-à-dire des gens qui sont au welfare, tu vois, qui sont au chômage, mais un peu des professionnels du chômage. L'éducation aux États-Unis, par rapport à la Suisse, est lamentable. Alors il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans des situations qui n'ont pas de métier, pas de formation. Et je te dis, les États-Unis, ça me fait souvent des fois penser au tiers-monde, hein, des bidonvilles de trailer park. Des campings avec plein de roulottes, des gens qui habitent là-dedans à plein temps. Ça m'a surpris aussi. Mais bon, il y a un côté fantastique. Il y a vraiment beaucoup de. Un terre marrant, il y a vraiment beaucoup de terre à courir. On dit, il y a vraiment beaucoup d'espace. Et j'ai eu la chance de pouvoir acheter un bout de terrain, 2 hectares et demi. J'ai vraiment l'impression d'être privilégié. J'ai mon petit atelier, si tu veux. En Suisse, ça m'aurait pris 50... Non, en Suisse, si t'es pas né il y a 200 ans, le gâteau, ça fait longtemps qu'il était partagé, quoi. Et moi, quand j'étais môme, je me rebellais contre ça, mais le système de défense est tellement bien organisé que je me suis plus détruit qu'autre chose, tu vois. Et bon, j'ai eu... Les quelques dernières années où j'étais en Suisse, je travaillais pour Becher. Je ne sais pas s'il existe toujours, enfin si sa compagnie existe, son fils est toujours vivant, ça j'en suis sûr, mais lui, et il avait sa copine, ils avaient les deux dans les 65 ans, super sympa. Si jamais ils sont toujours vivants et qu'ils voyaient ça, je leur dis, je leur présente mes excuses parce que j'étais pas sûr de pouvoir venir dans ce pays et je voulais pas je voulais pas être le centre de leur plaisanterie en disant je vais arrêter parce que je vais aller m'installer aux États-Unis. Ils disent on ne te traite pas assez bien, t'es pas assez content avec nous. Alors je leur ai fait faux bon, quoi. Un jour je suis parti en disant que j'allais à Paris quelques jours et puis je suis jamais revenu, je leur ai envoyé une lettre d'excuse. Alors là je me sens pas très fier, mais quand même, Monsieur Tonton Béchard m'a bien appris à réparer les bateaux en bois et je suis bien reconnaissant. Ça manque aussi dans ce pays, l'apprentissage, tu vois, aux États-Unis. C'est pas aussi bien, c'est pas une institution aussi bien au point qu'en Europe. These will be mature. They're good. C'est une bonne jardinière. Mm-hmm. Tu vois les gens, en anglais on appelle ça le green thumb, le pouce vert, vous dites ça? En français on dit la main verte. Yeah, the green thumb. Green hand.
Oh, la main verte. La main verte. Et en anglais on dit the Mengele of the gardening. C'est les gens qui... the Mengele. So Fred has the animals and I have the garden and we get the kids. Il y a un avantage dans ce pays, ici en Californie, c'est que si t'as pas peur de travailler un peu plus dur que le Californien qui est né ici, tu t'en sortiras toujours. Si tu as envie de travailler super dur, tu t'en sortiras encore mieux. Il y a aussi une chose, c'est que la plupart des gens qui sont en Californie, ce sont des gens qui ont décidé de venir habiter ici. C'est quand même une... Des fois, ça me fait penser un peu à la Hollande. Tu sais que les États-Unis sont vraiment, en fait, dans beaucoup de départements très, très conservateurs, tu vois, en ce qui concerne l'avortement, l'enseignement de l'origine de l'homme. Il y a des bagarres dans ce qu'ils appellent le Bible Belt. Alors, tout ça pour dire qu'en Californie, les gens sont relativement plus tolérants. La Californie n'est pas représentative des États-Unis, du reste des États-Unis. C'est un state, c'est un État un peu à part, je veux dire. Ça fait bientôt 17 ans que je suis là. Des fois, je me demande si je devais retourner en Suisse, ce que je ferais. Quand j'entends parler les jeunes voix qui viennent ici, et du développement, des autoroutes de contournement et tout ça, ça me fait un petit peu peur. Moi, j'avais l'habitude de Genève à vélo, mais je pensais peut-être le Tessin. Ma grand-mère avait une maison dans les Grisons et j'avais l'habitude d'aller dans les montagnes. Mais tu vois, par exemple, je tiens à préciser que je suis le propriétaire d'un couteau suisse. Tu vois, c'est les meilleurs couteaux, la plupart, enfin les meilleurs couteaux, les couteaux de poche. Attention, Rostfrei. Comme il est noir, je le mets au bout d'une ficelle, sinon je le perds. Le rouge, c'était pas assez, ça faisait un tout petit peu trop suisse quand même.